Théâtre vivant présente Andromaque de Jean Racine. On reste dans la mythologie grecque. Je vais chronométrer parce que... Alors, je suis Anne Coutureau. Quelle bonne nouvelle. Je dirige la compagnie Théâtre Vivant, car le théâtre est vivant, en effet. Donc, je vais vous parler d'Andromaque de Racine. Et ça m'amuse parce qu'il n'y a pas longtemps, un jeune comédien m'a envoyé un mail en me disant ouais, vous vous appelez Théâtre Vivant et vous montez un auteur mort. Moi, mes potes, on trouve ça un peu limite. Bon, vaste débat. Est-ce que Racine est mort? Est-ce que Racine est vivant? Moi, personnellement, j'ai une passion pour Racine et je le fréquente depuis des années. Et ce qui me frappe, c'est que ces personnages sont très proches de nous. Je ne me lasse pas de ça. Ce qui est quand même très étonnant, parce que la France du XVIIe siècle n'a quand même pas grand-chose à voir avec la nôtre aujourd'hui. En plus, lui, il est vraiment dans la période qu'on appellera le classicisme, très rigoureux, très tenu, très raisonnable, en plus forgé par la rigueur janséniste, etc. Et il montre des gens qui nous ressemblent, loin des héros cornéliens idéalisés. Et en plus, il s'intéresse chez l'humain à ce qu'il y a de plus au nerf, qui est le désir. Qu'est-ce qui meut les hommes? La chose la plus mystérieuse. Et je me dis, moi, qu'au-delà de son génie pour la langue française, évidemment, peut-être que son génie consiste à avoir touché quelque chose d'une vérité humaine. Et pour moi, c'est une source inépuisable d'enrichissement, de découverte et de bonheur. Voilà, alors il s'est en effet intéressé à cette histoire du désir fondamental de l'homme. Bon, le style est tragique, alors on est dans la démesure, mais ça permet de toucher aussi ce qu'il y a de vertigineux dans cette question du désir. Voilà, j'ai pris des petites notes. Je pourrais parler très très longtemps, mais en fait, on est au début du travail, donc je n'ai pas grand-chose à vous présenter. Donc, je vais parler. Voilà. Donc, en l'occurrence, le désir, la passion amoureuse avec Andromaque, hein, vous vous souvenez. Donc, c'est l'histoire de 4 jeunes gens qui se désirent, qui s'aiment, mais sans réciprocité, qui est quand même le malheur absolu, on est bien d'accord. Alors, bon, le registre est tragique. C'est la mode, la tragédie à ce moment-là. Et puis bon, Racine, en effet, en bon janséniste, a une vision tragique de l'existence. Donc ça finit mal, donc ils vont mourir à la fin, donc c'est un peu triste. En même temps, nous aussi, on va mourir à la fin. Et c'est un peu triste, en effet. Mais ce qu'il y a de frappant et de passionnant, c'est qu'ils sont vraiment très, 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 très vivants. En fait, ils n'ont pas peur de mourir. Et non pas parce qu'ils ont le goût de la mort, au contraire, ils ont très, très envie de s'aimer, de vivre, etc. Mais ils n'ont pas peur de mourir. Et du coup, ça les confronte à une expérience de vie extrêmement intense, puissante. Je crois que j'ai envie, dans cette mise en scène, de célébrer ça, cette pulsion de vie formidable que cette absence de peur dégage. Évidemment inspirée par l'état de notre société aujourd'hui, où la peur de la mort va finir par éteindre la vie. Voilà. Non, c'est vraiment frappant ça quand on voit cette pièce. En plus, c'est une pièce de jeune. Il l'a écrite, il était très jeune. Donc voilà, j'aimerais que ce soit de jeunes comédiens qui la jouent. Comme le projet commence à prendre forme, j'ai passé beaucoup de temps à faire des auditions là récemment. J'ai pas terminé la distribution du tout et j'ai vu pendant des semaines toute cette jeune génération là d'acteurs qui sortent des écoles, qui rentrent dans la vie artistique, dans cette expérience extrêmement incertaine et dans un contexte vraiment peu propice.
Alors ça me fait plaisir, je suis assez heureuse de pouvoir leur offrir la possibilité d'exprimer eux-mêmes ce qui les anime, leur rapport à la vie, leurs espérances, leurs désirs, leur énergie, leur courage. Voilà. Peut-être ils nous feront un peu vaciller sur nos bases. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre ? Oui, j'ai une passion pour Racine aussi parce que je suis actrice et que c'est vraiment un théâtre pour les acteurs. Les acteurs adorent Racine, même si parfois ça leur fait un peu peur ou ils n'ont pas trop joué, etc. Il y a des auteurs comme ça. C'est des auteurs à acteurs, donc les acteurs l'adorent parce que, ça c'est encore un des paradoxes de Racine, son écriture, alors que c'est une langue extrêmement travaillée, extrêmement artificielle et très codée, puis vous connaissez tous les codes de la dramaturgie classique, c'est une vraie parole qui est assez facilement incarnable, si j'ose dire. Et le paradoxe est d'autant plus fort qu'au XVIIe siècle, je ne sais pas si vous savez comment jouaient les acteurs, mais on est très 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 loin dans le jeu dit baroque de l'expression du jeu moderne qui est allé vers le naturel, l'incarnation, l'identification, etc. Ce vers quoi nous on va, franchement, et ça marche. Voilà. Donc, une mise en scène concentrée sur les acteurs. Finalement, mon projet n'est pas du tout avancé, mais ce que vous allez voir là va correspondre à peu près à la scénographie, dans le sens où il n'y aura pas de décor, pas d'accessoires. Alors, le registre tragique invite à l'épure, mais c'est aussi une volonté de ma part. Les contraintes techniques de la scénographie lourde me pèsent. Voilà, donc j'ai envie de revenir à l'essentiel, puisque notre époque nous invite aussi à réfléchir sur l'essentiel. Donc pour moi, l'essentiel au théâtre, en tout cas, ce sont les acteurs. Donc ce sera une mise en scène vraiment focalisée sur les acteurs. Ils seront habillés, évidemment. Alors pas comme ça, là, ils viennent en tenue de répétition. Donc les costumes seront très importants et qui vont suggérer une sorte de mythologie fantasmée, européenne, un fond des temps, pas pittoresque. Il faut éviter la mythologie grecque. Bon, évidemment, c'est le prétexte, mais c'est pas le plus important. La société du XVIIe non plus. Donc il va falloir inventer un peu quelque chose là-dessus, sur les costumes. Lumière, très soignée, évidemment. Et il y aura du son. C'est-à-dire de la musique. Pas, je pense pas des sons pendant le spectacle, mais plutôt de la musique. Vous savez, la tragédie, il y a 5 actes, donc il y a 4 ellipses, c'est des ellipses de temps, il faut qu'il y ait quelque chose de narratif qui se raconte. Et je pense qu'il y a quelque chose à inventer là avec la musique. J'ai des idées. Bon. Quoi d'autre ? Donc, oui. On en est au début du travail, la production est en cours. La première aura lieu au théâtre de Suresnes, Jean Villard, qui est coproducteur, le début novembre 21. Ensuite est prévue une exploitation au théâtre de l'Épée de Bois au mois de janvier 22, sauf si Covid-22, bon, on verra. Enfin, a priori, c'est ça, voilà. Alors là, je regarde mon chronomètre, ça va. Là, on va vous montrer une scène entre Oreste et Hermione, ce qui me permet de vous présenter Mademoiselle l'éclatante Marine et Théo Askolovitch. Vous vous souvenez un peu, Andromaque ? En fait, on croit qu'on sait, puis on les mélange, et puis au final, on comprend quand même que c'est une histoire de gens qui s'aiment et qui se déchirent. Mais en gros, on est 1 an après la chute de Troie. Le roi Pyrrhus, qui est le fils d'Achille, a ramené de Troie, il est le vainqueur, en butin de guerre Andromaque, la veuve d'Hector, et son fils. Lui, Pyrrhus, il doit épouser Hermione, elle lui est promise, donc c'est la fille d'Hélène, elle est là par son père qui lui a dit, bah, allez, tu vas aller épouser Pyrrhus. Donc. Mais évidemment, Pyrrhus était pris d'Andromaque, et il lui fait une sorte de chantage par rapport à son fils, que les Grecs lui demandent pour
éviter qu'un jour ce fils d'Hector ait envie de venger son père. Ce sont des choses qui arrivent, c'est peut-être pas complètement idiot. Et donc Oreste, qui est le fils d'Agamemnon, le roi des rois, celui qui a mené la guerre contre Troie, vient en ambassadeur avec cette mission diplomatique de récupérer l'enfant. Voilà. Donc toute la pièce se situe dans ce moment d'hésitation. On ne sait pas si Andromaque, qui pleure Hector et qui n'a pas de sentiment pour Pyrrhus, et qui surtout incarne une figure historique de la survivante qui ne va pas collaborer, est-ce qu'elle va accepter ou non, peut-être pour sauver son fils, est-ce que le fils va être livré, etc. Et c'est de ce choix-là que dépend le destin de ces deux-là. C'est-à-dire que, évidemment, si Pyrrhus épouse Andromaque, Hermione est répudiée. Voilà. Ce qui pourrait plaire à Oreste, qui pourrait éventuellement la consoler. Voilà, donc il y a des moments où on espère que ça se passe moins bien. Bref. Là, on va voir la première scène entre eux, mais ils se connaissent depuis longtemps. C'est une sorte de cousins qui ont passé leur enfance ensemble. Il l'aime depuis toujours. Chaque fois qu'il la voit, il se désespère, puisqu'elle ne veut pas de lui. Il veut mourir, mais il n'y arrive pas. Il essaie des trucs, mais il n'y arrive pas. Alors il revient, et à chaque fois il dit « bah non », alors il repart, etc. Voilà. Donc c'est ça dont il s'agit, mais est-ce que j'ai dit qu'elle aimait Pyrrhus ? Vous l'avez compris, vous vous en souvenez. Bon, évidemment, elle aime Pyrrhus. Et elle va tenter de se servir d'Oreste pour le pousser à livrer le fils d'Hector, tout en espérant qu'il ne le livrera pas. Bref, pour déclencher une guerre, voilà, qui permettrait de foutre le bordel, et à Hermione de récupérer Pyrrhus. Je me sens un peu perdue. Bon, alors c'est là où les acteurs sont vraiment très très importants, parce qu'en général, ils nous font comprendre les choses, donc place aux acteurs, camarades, quand vous voulez. Merci. Le croirais-je, Seigneur, qu'un reste de tendresse vous fasse ici chercher une triste princesse? Ou ne dois-je imputer qu'à votre seul devoir l'heureux empressement qui vous porte à me voir? Tel est de mon amour l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame, et le destin d'Oreste est de venir sans cesse adorer vos attraits et de jurer toujours qu'il n'y viendra jamais. Je sais que vos regards vont rouvrir mes blessures, que tous mes pas vers vous sont autant de parjures. Je le sais, j'en rougis, mais j'atteste les dieux, témoins de la fureur de mes derniers adieux, que j'ai couru partout où ma perte certaine dégageait mes serments et finissait ma peine. J'ai mendié la mort chez des peuples cruels, qui n'apaisaient leur Dieu que du sang des mortels. Ils m'ont fermé leur temple. Et ces peuples barbares, de mon sang prodigué, sont devenus avares. Enfin, je viens à vous, et je me vois réduit à chercher dans vos yeux une mort qui me fuit. Mon désespoir n'attend que leur indifférence. Ils n'ont qu'à m'enlever un reste d'espérance. Ils n'ont pour avancer cette mort où je cours qu'à me dire une fois ce qu'ils m'ont dit toujours. Voilà depuis 1 an le seul soin qui m'anime. C'est à vous, madame, de prendre une victime que les Scythes auraient dérobée à vos coups, si j'en avais trouvé de plus cruel que vous. Quittez, Seigneur, quittez ce funeste langage. À des soins plus pressants, la Grèce vous engage. Que parlez-vous du Scythe et de mes cruautés? Songez à tous ces rois que vous représentez. Faut-il que d'un transport leur vengeance dépende? Est-ce le sang d'Oreste, enfin, qu'on vous demande? Dégagez-vous des soins dont vous êtes chargés. Les refus de Pyrrhus m'ont assez dégagé. Madame, il me renvoie.
et quelque autre puissance lui fait du fils d'Hector assurer la défense. L'infidèle! Ainsi donc, tout prêt à le quitter sur mon propre destin, je viens vous consulter. Déjà même, je crois entendre la réponse qu'en secret contre moi votre haine prononce. Et quoi? Toujours injuste dans vos tristes discours de mon inimitié, vous plaindrez-vous toujours? Quelle est cette rigueur tant de fois alléguée? J'ai passé dans les pires où j'étais relégué. Mon père l'ordonnait. Mais qui sait si depuis je n'ai point en secret partagé vos ennuis? Pensez-vous avoir seul éprouvé des alarmes? Que les pires jamais n'aient vu couler mes larmes? Enfin, qui vous a dit que malgré mon devoir, je n'ai pas quelquefois souhaité de vous voir? Souhaitez de me voir? Ah, divine princesse. Mais de grâce, est-ce à moi que ce discours s'adresse? Ouvrez les yeux. Songez qu'Oreste est devant vous. Oreste, si longtemps l'objet de leur courroux. Oui, c'est vous, dont l'amour, naissant avec leur charme, leur a pris le premier le pouvoir de leurs armes. Vous, que mille vertus me forçaient d'estimer, vous, que j'ai plaint, enfin que je voudrais aimer. Je vous entends. Tel est mon partage funeste. Le cœur est pour Pyrrhus et les vœux pour Oreste. Ah, ne souhaitez pas le destin de Pyrrhus, je vous haïrais trop. Vous m'en aimeriez plus. Ah, que vous me verriez d'un regard bien contraire. Vous me voulez aimer et je ne puis vous plaire. Et seul l'amour alors se faisant obéir, vous m'aimeriez, madame, en me voulant haïr. Oh Dieu, tant de respect, une amitié si tendre. Que de raisons pour moi, si vous pouviez m'entendre. Vous seul pour Pyrrhus disputé aujourd'hui, peut-être malgré vous, sans doute malgré lui, car enfin il vous hait. Et son âme ailleurs est prise, n'a plus... Qui vous l'a dit, Seigneur, qu'il me méprise? Ces regards, ces discours vous l'ont-ils donc appris? Jugez-vous que ma vue inspire des mépris, qu'elle allume en un cœur des feux si peu durables? Peut-être d'autres yeux me sont plus favorables. Poursuivez, il est beau de m'insulter ainsi. Cruel, c'est donc moi qui vous méprise ici. Vos yeux n'ont pas assez éprouvé ma constance. Je suis donc un témoin de leur peu de puissance. Je les ai méprisés. À qu'ils voudraient bien voir mon rival comme moi mépriser leur pouvoir. Que m'importe, Seigneur, sa haine ou sa tendresse? Allez contre un rebelle armé toute la Grèce. Rapportez-lui le prix de sa rébellion. Qu'on fasse de l'Épire un second Ilion. Après cela, direz-vous que je l'aime? Madame, faites plus et venez-y vous-même. Voulez-vous demeurer pour otage en ces lieux? Venez, dans tous les cœurs, faire parler vos yeux. Faisons de notre haine une commune attaque. Mais Seigneur, cependant s'il épouse Andromaque... Madame! Ah, songez quelle honte pour nous si d'une Phrygienne il devenait l'époux. Et vous le haïssez? Madame, avouez-le. L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout vous trahit. Le silence, la voix, les yeux. Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. Seigneur, je le vois bien. Votre âme prévenue répand sur mes discours le venin qui la tue. Toujours dans mes raisons cherche quelques détours et croit qu'en moi la haine est un effort d'amour. Il faut donc m'expliquer. Vous agirez ensuite. Vous savez qu'en ces lieux, mon devoir m'a conduite. Mon devoir m'y retient. Et je n'en puis partir que mon père ou Pyrrhus ne m'en fasse sortir. De la part de mon père, allez lui faire entendre que l'ennemi des Grecs ne peut être son gendre.
Du Troyen ou de moi, faites-le décider. Qu'il songe qui des deux il veut rendre ou garder. Enfin qu'il me renvoie, ou bien qu'il vous le livre. Adieu, s'il y consent. Je suis prête à vous suivre.